D'accord. Heu, une fois de plus, je vous remercie. Vous voudrez bien me pardonner une minute de retard, mais des services adverses étaient intervenus dans nos communications et j'avais noté un mauvais numéro de la rue Croix des Petits Champs. Alors, j'attendais, à l'heure, depuis 10 minutes, d'ailleurs dans le froid, mais au mauvais numéro. Alors ça, c'est bon, j'ai quand même pensé à signaler ma présence. Ça a été réglé, veuillez me pardonner. Alors pourquoi d'abord, un point, sémantique, la guerre d'Ukraine et pas la guerre en Ukraine? C'est très précis. Ce que je vais vous dire, c'est l'équivalent de la guerre d'Espagne. On dit la guerre d'Espagne pour 1936, 39, on dit pas la guerre en Espagne. Parce que la guerre d'Espagne a dépassé le simple aspect géographique. Elle a eu, pour l'Europe de l'époque, un rôle, politique, idéologique, de cristallisation, sur tous les plans absolument essentiel. Donc c'est ça que l'expression guerre d'Ukraine veut faire ressortir, y compris dans le livre que vous avez, vu. Donc, je vais essayer, je dispose à peu près de combien de temps? S'il y aura des questions, alors, il ne va pas hésiter à me est-ce que ce vous 45 minutes. tiens, parfait, d'accord. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, régnait l'optimisme, évidemment. Le politologue américain Francis Fukuyama publiait un article retentissant par lequel il se débarrassait des ennemis des politologues, c'est-à-dire des historiens, article intitulé «La fin de l'histoire». Bien, les historiens sont toujours là, hein, je viens de dire. La fin de l'histoire, l'article a eu un immense retentissement à l'époque. La démocratie libérale, selon Fukuyama, l'économie de marché, les valeurs occidentales avaient triomphé du nazisme en 1945 et du communisme soviétique en 1989 et étaient donc désormais définitivement établies et indépassables pour l'ensemble de la planète. Voilà, c'est la thèse. Après la victoire, de la coalition en Irak en 1991, coalition conduite par les États-Unis, mais avec un mandat de l'ONU, je le souligne au passage, vous verrez pourquoi, le président George Bush, le père du suivant, bon, avait proclamé, comme vous vous en souvenez, le nouvel ordre mondial. Je dis quand vous vous en souvenez, enfin peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, mais à l'époque, le nouvel ordre mondial, ça sonnait très bien. Désormais, les affaires mondiales seraient réglées conformément à un ordre international fondé sur les règles, expression qui revient constamment encore aujourd'hui, ordre international fondé sur les règles, dans le cadre de l'ONU, je suis ce point, et sous la bienveillante hégémonie américaine. Washington ne s'en cachait pas parce que les États-Unis étaient désormais l'unique superpuissance après l'effondrement de l'Union soviétique. Cet optimisme était en gros partagé, je dis en gros, partagé par les opinions publiques occidentales jusque vers la fin de la première décennie du XXIe siècle. Cet optimisme, fut sans doute l'une des causes de l'absence d'une réelle étude objective de la part des occidentaux, des problèmes qui se posaient, de la Russie en Russie, à propos de la Si de la Russie, à propos de la Chine en Chine, en passant par l'Europe ex-communiste et le, Moyen-Orient. En particulier, 2 problèmes ne furent pas, perçus et je répète, pour avoir à le dire constamment, c'est pas parce qu'on essaie d'analyser un problème et les thèses de tel ou tel responsable ou tel pays qu'on partage les thèses de ces pays, mais il faut simplement essayer de les voir comme ils les conçoivent de l'intérieur, même pour s'en dispenser après. Si on fait pas cet effort, c'est pas la peine. Il faut se mettre à la place des autres un moment. En particulier, 2 problèmes ne furent pas perçus, qui pourtant constituaient l'origine profonde, du conflit actuel, si on prend un peu de recul. Tout d'abord, contrairement à ce que pensaient les idéologues libéraux, on ne sort pas aussi facilement que ça du communisme. Ça, on l'a découvert progressivement parce que le communisme n'était pas un simple paravent, mais c'est un système qui avait engendré un système politique, une économie et même une société. Il y avait une société soviétique, société communiste, qui avait leur propre logique. Je sais pas un compliment que je fais, c'est une constatation. Bon. J'ai passé 7 ans de ma vie dans des pays communistes, donc j'ai pu faire certaines observations de la réalité de ce que je viens de vous dire. Il y avait une société soviétique. Bon.
D'autre part, les problèmes de nationalité, grande question européenne depuis le XIXe siècle, mal réglés par les traités de paix de 1919-1923, de Versailles à Lausanne avec la Turquie, que l'on pensait avoir disparu après 1945, ce qu'on m'a enseigné à la Sorbonne dans les années 60. Mes professeurs de géographie me disaient: «Il n'y a plus de problème de nationalité en Europe, ça a été réglé par Staline». Bien. On pensait que ça avait été réglé par l'expulsion des 12-14 millions d'Allemands d'Europe orientale, par la redéfinition des frontières de la Pologne et par la réorganisation de la Yougoslavie par Tito après 1945, réorganisation qu'on donnait en modèle, n'est-ce pas? Certains intellectuels français disaient au moment de la guerre d'Algérie: «Il faudrait faire avec nos différentes populations extramétropolitaine, à peu près ce qu'a fait Tito en Yougoslavie». C'est ce qu'on disait. Enfin, c'est pour vous dire où on était en 56 par là. Bon, alors tous ces problèmes de nationalité explosèrent à partir de 1991, de l'Union soviétique ou ex-Union soviétique, bientôt à la Yougoslavie, comme nous le verrons. Alors, historien, et je réagirai ici en historien, pas en politologue, je tiens à le dire. L'historien se montre évidemment prudent. On n'a pas accès aux archives russes et un peu plus seulement aux archives occidentales à partir de 1990, parce qu'il y a une règle de 30 ans, en gros, qui s'applique. Donc, les choses progressivement s'ouvrent, mais lentement, même à l'Ouest. On s'appuiera ici sur l'analyse des événements. Ça, et les événements sont des réalités qu'on constate. Les déclarations officielles, qui au moins elles ne sont pas contestables, elles sont officielles, elles sont à prendre en tant que déclarations, à partir d'autre part, je répète, une connaissance des pays concernés et de leur histoire. Il semble bien d'autre part que le processus de décision russe actuel, sous Poutine, est resté plus opaque pour les services et les décideurs occidentaux que n'était celui de l'ex-Union soviétique, je dirais vers sa fin, dans les années 1980, où on avait réussi, d'une part à placer des agents, dans le cas des Américains et des Britanniques, et d'autre part à mieux comprendre le processus de décision à Moscou, qui était particulier et très différent de celui des pays occidentaux. Et actuellement, je pense qu'on en sait moins sur la façon dont les choses se passent à Moscou pour décider de telle ou telle orientation, qu'on en savait à propos de Moscou dans les années 80. Alors, je note d'emblée une question primordiale que je ne suis pas capable, et je ne crois pas qu'on puisse encore la résoudre avec certitude. Là, il y a des thèses qui s'affrontent. Est-ce que Vladimir Poutine était décidé, dès son arrivée au pouvoir en 1989, à réaliser un projet fixé d'avance, un vrai programme fixé à l'avance, dont nous observons le déroulement depuis son arrivée au pouvoir? Ou n'a-t-il pas été conduit progressivement à ce programme, étape par étape, dans une sorte de relation dialectique avec les Occidentaux? Chaque action occidentale suscitant une réaction russe, qui elle-même suscite une réaction occidentale, et ainsi de suite. Je ne vous cache pas que je suis partisan, pour le moment, de la deuxième thèse, mais si un jour mes successeurs trouvent dans quelque archive incontestable que M. Poutine est arrivé dès 1999 avec un plan numéroté, bah, écoutez, on verra. Hein. Je ne serai plus là pour faire la conférence. Bon. Alors, premier point capital, qu'on oublie un peu trop, c'est ce que j'appelle le rejet de la greffe libérale en Russie. Ça a été la première déception. Ça a échoué. On pensait qu'une fois le communisme tombé, ce serait très simple, on instaurerait la démocratie, les élections, l'économie de marché, que tout ça marcherait gaiement, enfin bon. Ça n'a pas pris. Certes, à partir de 1991, la fin de l'URSS, le président Yeltsin, président de la Fédération de Russie, bon, a réformé le pays incontestablement. En particulier, il a instauré une liberté d'expression et de publication bien réelle, qui n'avait jamais existé en Russie, sinon pendant quelques mois en 1917, entre la révolution de février et la révolution d'octobre. C'est pas long, hein. Pas long. Ça, c'est incontestable. C'est incontestable, ça, Poutine l'a fait. Et comme universitaire, j'ai pu constater dans des colloques à partir de 1995 avec mes collègues russes qu'il y avait liberté d'expression et des thèses différentes qui s'exprimaient librement.
Ceci dit, Yeltsin n'a jamais pu s'appuyer sur une majorité stable à la Douma, c'est-à-dire à l'Assemblée, comme vous savez. Il a même fait canonner la Douma en 1993. Comme elle ne votait pas comme il fallait, il a envoyé des chars qui ont canonné la Douma. On ne sait pas combien il y a eu de morts. Enfin, c'est pas fréquent de canonner son parlement. Même en France, c'est pas arrivé souvent, si vous voulez. Bon, c'est quand même particulier comme démocratie libérale, si vous voulez. Il faut bien le dire. Et ça, c'était Yeltsin, pas l'actuel président. D'autre part, c'est Yeltsin qui a déclenché en 1994 la première guerre de Tchétchénie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous dire que cette guerre de Tchétchénie a été menée de façon extrêmement brutale tout de suite, et ça, dès 1994. La Tchétchénie était une république autonome dans le cadre de la Fédération de Russie. Elle posait des problèmes. Enfin, je dirais très franchement, les pires accusations portées sur la politique de répression française en Algérie à partir de 1956 n'ont jamais prétendu que nous nous soyons conduits comme les Russes en Tchétchénie en 1994. Je dis ça très clairement. La capitale, Grozny, a été rasée. Et les Français n'ont jamais rasé Alger. Vous comprenez? Grozny a été rasé, il ne restait rien. Ça, c'est la réalité, quand même, très loin peut-être de l'Europe, mais la réalité déjà du temps d'Yeltsin dans certains secteurs. En outre, la gestion du président Yeltsin fut désastreuse pour l'économie russe, tandis que les privatisations menées activement permirent en fait la constitution d'une oligarchie toute puissante, en particulier dans le domaine le plus riche, celui de l'énergie. Ça s'est passé très simplement. Il y avait des usines, il y avait des mines, des champs de pétrole, etc., avec des directeurs. Bon. Et on a privatisé, c'est-à-dire qu'on a donné à l'ensemble de la population russe des bons qui représentaient la valeur des entreprises privatisées, mais chaque bon et donc chaque quantité que recevait tel ou tel citoyen russe était minime, c'était minime, ça valait rien. Donc les patrons, simplement, ces usines ont simplement racheté pour rien tous ces bons, les gens n'avaient rien à faire, ils ont pris ainsi le contrôle pratiquement pour rien de ces usines, ils en ont fait des entreprises privées, mais de façon, comment dirais-je, totalement contraire aux normes habituelles. C'est ça l'origine de l'oligarchie, devenue toute puissante, même si Poutine l'a un peu reprise en main. En particulier dans le domaine le plus riche de l'économie russe, bien sûr, le domaine de l'énergie, gaz, pétrole, charbon, gaz, pétrole. Et en 1998, une crise violente venue d'Asie, en fait, a fait s'effondrer le secteur financier russe et a réduit de quelque 30% le niveau de vie de la population. Ça, on pouvait l'observer sur place, hein. J'ai vu des groupes de lycéens qu'on allait voir des musées. On a ça partout, hein, des groupes de lycéens qu'on envoie en troupe visiter des endroits historiques. J'ai vu ça en avril 96 ou 17. La fin d'un hiver russe, les gens n'ont pas bonne mine, parce que c'est assez rude, hein, bon, mais ils étaient malins, les jeunes gens. Moi, j'ai l'habitude des jeunes gens, hein, à l'université, au moins des jeunes gens, on se rend quand même bien compte de niveau moyen de là, ils étaient en mauvaise santé, ils étaient malins, ils avaient été mal nourris, tout simplement, il y avait des carences, ça se voyait. Rien qu'à les regarder, c'était petit, malin, etc. Alors que les Russes sont plutôt beaux gars. Bon, ça m'avait beaucoup frappé. Puis d'autres exemples, je suis obligé de sauter. Donc, une diminution brutale du niveau de vie de la population. Les salaires des fonctionnaires et les pensions n'étaient plus payés qu'avec des mois de retard à partir de 98. Poutine, devenu président du Conseil en août 1999, avant de succéder à Yeltsin l'année suivante, fit reprendre le versement régulier des traitements des fonctionnaires et des pensions, ce qui explique sa popularité initiale. Vous n'avez qu'à penser à ce qui se passerait en France et les salaires des fonctionnaires. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, il fait reprendre le paiement, somme pas très élevée, ni les traitements des fonctionnaires, ni les pensions, somme minime, enfin quand même minimum. Bon. Alors, ça explique sa popularité initiale, c'est le point de départ. Pendant ce temps, je passe du côté occidental, les États-Unis, à partir du président Bill Clinton, changeaient de paradigme. Les Occidentaux, à partir de 1994, suivant les Américains, d'abord les Américains, ont changé d'orientation
par rapport à celle de George Bush en 1990, à la fin de la guerre froide. Alors, on a dit, et ça c'est pas vrai, que les Occidentaux avaient totalement négligé leur rapport avec Moscou. Ça, c'est pas exact. La Russie a été reconnue comme État successeur de l'Union soviétique, ce qui n'était pas absolument évident, mais ça lui donnait toute une série de droits, la participation avec statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle gardait le bénéfice de tous les différents traités et organismes de sécurité mis en place avec les Occidentaux pendant la guerre froide, en particulier pour les contrôles des armes nucléaires, etc. Tout ça lui assurait, d'une part, un statut international primordial et d'autre part, une forme de sécurité dans certains domaines. La Russie fut admise au FMI, au Fonds monétaire international, et reçut de cet organisme 40 milliards de dollars de crédit, ce qui n'est pas rien quand même, 40 milliards, sans qu'on lui demande trop de prouver, parce qu'elle allait demander, comme si vous êtes la Grèce, allez demander de l'argent au FMI, vous verrez ce qu'on vous demande comme garantie. La Russie, non, c'est passé à peu près comme ça. Et en 1997, on a même établi un conseil Russie-OTAN, ou OTAN-Russie, je ne sais plus en quelle heure c'était dit, qui devait maintenir des liens permanents entre la Russie et l'OTAN. Alors, il ne faut pas exagérer, ça ne faisait pas entrer la Russie dans l'OTAN, elle n'est pas au courant, elle n'entrait pas dans les mécanismes intérieurs de l'OTAN, mais enfin, c'était un geste, si vous voulez, pour calmer le jeu, incontestablement. Néanmoins, et ça étant quand même rappelé, il reste que l'Ouest tenait peu compte de Moscou, n'intégrait pas beaucoup Moscou dans ses réflexions et encore moins compte des problèmes de la Russie. Et surtout, ça c'est le point clé, en 1994, le président Clinton décida d'élargir l'OTAN vers l'Est, de façon à faire adhérer progressivement les anciens satellites de l'URSS à l'Est, et même avec les pays baltes, des contrées qui avaient fait partie de l'Union soviétique. Washington avait assuré en 90-91 aux Russes, Washington et Londres, avaient assuré en 90-91 aux Russes qu'on n'élargirait pas l'OTAN vers l'Est. Ça ne pouvait être qu'une promesse orale. En droit international, vous ne pouvez pas mettre un écrit à l'engagement de ne pas élargir une alliance entre États souverains. Ça se fait pas. Mais enfin, la garantie était sérieuse. On a les témoignages des 2 ambassadeurs américains et britanniques à Moscou à l'époque qui ont écrit des mémoires d'ailleurs fort utiles. Et donc c'était pour les Russes quelque chose sur quoi ils comptaient. Alors certes, ce n'était pas une obligation juridique, et certes, vous comprenez bien que les pays comme la Pologne et les pays baltes, après l'expérience qu'ils avaient connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, souhaitaient entrer dans l'OTAN pour être couverts contre un voisin qui leur avait laissé des souvenirs cuisants. Ça, c'est jamais oublié. Hein. Quand vous parlez avec un Polonais ou un Balte de l'Union soviétique, il a des souvenirs très précis et cuisants. Il faut le savoir. Bon. Mais bien entendu, Moscou observa cette décision d'élargir l'OTAN vers l'Est sans aucun plaisir, pour dire le moins. D'autant plus qu'au même moment, Washington, toujours avec le président Clinton, affirmait un interventionnisme croissant un peu partout dans le monde, en particulier en ce qui concernait les valeurs libérales et sociétales nouvelles, LGBT, et cetera, qui sur le fond, préoccupait peut-être pas particulièrement Moscou, mais qui permettait à Moscou de se poser en défenseur des valeurs traditionnelles, hein. Ça, c'est quelque chose qui a été très bien, joué incontestablement. Mais surtout, Washington a commencé à multiplier les sanctions contre tel ou tel régime, pour tel ou tel pays, et il y a toujours eu des sanctions exercées par les États-Unis contre les pays qui n'appréciaient pas la politique, mais là, c'est devenu tout à fait systématique. Les Russes pouvaient s'inquiéter pour leurs propres affaires, n'est-ce pas? Incontestablement, jusqu'où ça allait aller. Et en plus, les États-Unis, à partir de 1998, proclamaient sur le plan juridique très clairement l'extraterritorialité de la justice américaine. Ça peut vous paraître très abstrait, mais je connais un banquier français maintenant à la retraite, enfin qui a une grande banque, qui a dû payer dans ces années-là
7 milliards de dollars d'amende à l'État américain parce qu'elle avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Washington. Le banquier en question, n'a rien de LFI, rien de communiste, rien de pro-russe, mais rien, mais il n'avait pas apprécié, je tiens à le dire. C'est le climat, vous comprenez, qui inquiétait beaucoup, bien sûr, les Russes. Et en même temps, en 1999, on a une première vague d'adhésion à l'OTAN à la suite de la procédure engagée en 94. Ça se réalise à partir de 99, effectivement, juste avant l'arrivée de Poutine au pouvoir au mois d'août. Et il y a sans doute, dans cette adhésion qui se fait maintenant bien concrète, une influence non négligeable sur le durcissement progressif de la politique russe. Il y a un autre point que je veux souligner, même si on ne le voit pas toujours, c'est le rôle capital dans cette histoire de la crise yougoslave de 1991 à 1999. Vous allez me dire, quel rapport? Si, il y a beaucoup de rapports. La crise yougoslave résulte à la fois de la crise du régime communiste fondé par Tito après la Deuxième Guerre mondiale, et les deux sont liés, et de la résurgence, le problème de nationalité entre Croates, Serbes, Slovènes et Bosniaques, jamais vraiment réglé depuis le 19e siècle, ou même avant, si vous voulez. Bon. Cette guerre, cette crise yougoslave est très importante pour notre propos, d'abord parce qu'elle comporte des caractéristiques comparables à celles de la crise russe, en particulier la fin concomitante d'un régime communiste, et de tout ce que celui-ci comporte, je l'ai déjà dit, et de l'organisation nationale que ce régime avait voulu constituer autour de lui. Aussi bien la Fédération yougoslave que l'Union soviétique étaient en théorie respectueuses de leur nationalité constitutive, qui était reconnue. Mais en fait, comme ces deux pays étaient dirigés par des partis totalitaires, la reconnaissance théorique des nationalités n'avait aucune signification réelle. Parce qu'on pouvait dire, il y a des Ukrainiens, il y a des ce que vous voulez, ou en Yougoslavie, il y a des Serbes, des Croates, etc., avec chacun leur république, leur régime autonome. C'était purement théorique, parce que partout, c'était le parti qui commandait. Et donc, ce reste, c'était folklorique. C'était du folklore, pas au-delà. Bon. Ce qui fait que la crise yougoslave étant petit, la même chose que la crise de l'URSS, n'est-ce pas? C'est un phénomène homothétique, donc c'est très intéressant de comparer les deux. D'autre part, l'évolution de la crise yougoslave et de la politique occidentale envers Belgrade a beaucoup contribué au durcissement de la Russie à partir de 1999. Parce que la Russie s'est toujours intéressée aux Balkans, en particulier à la Serbie, pour des raisons historiques, culturelles, religieuses. Les Serbes sont ça, hein, le serbe est une langue différente du russe. Enfin, si vous savez l'une des deux langues, vous pouvez à peu près comprendre l'essentiel de l'autre, il y a quand même des liens, peut-être même plus entre le français et l'italien, par exemple. C'est du même ordre, au moins. Bon. Puis il y a la religion orthodoxe, extrêmement important aussi. Bon. Et les Russes ont donc très mal pris les interventions de l'Occident, des Occidentaux dans l'affaire yougoslave. En particulier parce que l'OTAN est intervenue 2 fois contre les Serbes, par la force des armes, n'est-ce pas? En 1995 à propos de la Bosnie et en 1999 à propos du Kosovo. Je ne vais pas faire le récit précis, mais je rappelle simplement les grandes dates. Et chaque fois, Bosnie comme Kosovo, j'insiste, sans mandat de l'ONU. Point essentiel pour les Russes. Il n'y avait pas de mandat de l'ONU, c'était hors mandat de l'ONU, n'est-ce pas? Et c'est très discutable. En droit international, on peut intervenir dans des conflits, on peut intervenir même dans des guerres civiles, des crises politiques intérieures. Dans certains cas, c'est le chapitre 7 de la charte de l'ONU, mais il faut un mandat de l'ONU. Ça ne se fait pas comme ça. Bon. Or, je le répète, Russes et Serbes sont historiquement et culturellement proches, et la chronologie est ici parlante. Je n'entre pas dans les détails, j'ai pas le temps, mais l'accord de cessez-le-feu au Kosovo mettant fin à l'intervention serbe au Kosovo et à l'intervention de l'OTAN contre les Serbes a été signé le 9 juin par un représentant de l'Union européenne,
un Finlandais comme neutre, si vous voulez, et un ancien président du Conseil russe, Tchernomyrdine, oligarque important en Russie, d'ailleurs contesté, mais très représentatif de l'ère Yeltsin. Il avait été Premier ministre, même, Tchernomyrdine, 9 juin. Mais dès le 9 août, 2 mois après, Yeltsin nomme comme président du Conseil Vladimir Poutine. Une nouvelle ère de la politique russe s'ouvrait à l'extérieur comme à l'intérieur, et à mon avis, il y a un lien. Ça, 2 mois après, en plein été, c'est pas par hasard. Les gens à Moscou ont dit non, ça va trop loin. Yeltsin lâche tout. On a signé, en fait, la défaite des Serbes au Kosovo. Nous avons signé ça. On se laisse faire, ça va pas, il faut changer d'axe. Bon, il se trouve que j'étais à Moscou pour un colloque, peu de temps après l'arrivée, en septembre 99, donc peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Poutine. Tous les gens que je connaissais, c'est-à-dire les universitaires, les milieux académiques, etc., étaient enchantés, ravis. Les affaires reprenaient, vous comprenez? Ils étaient soulagés, c'était palpable, c'était visible. Comme en plus, Poutine avait eu l'intelligence de prendre comme ministre de l'Éducation le fils d'un historien russe très connu, d'ailleurs très remarquable, très respecté dans les milieux académiques russes, en 1999, à l'automne 99, Poutine, Gavarit Moskva. Gavarit Moskva. Ah, c'est bien ça, hein, je vous dis, il me pisse depuis toujours. Gavarit Moskva. Bon, pardonnez-moi, hein, je reviens au texte de mon intervention. Les élites russes, si vous voulez, avaient l'impression que les affaires reprenaient. En même temps, on payait les pensions, on payait les retraites. C'était palpable quand on était là comme visiteur, connaissant, c'était des gens que je connaissais depuis le milieu des années 1980, avant même la chute de l'Union soviétique. Donc, après près de 15 ans, je commençais à savoir un peu comment les gens réagissent. Bon. Et, et du coup, l'élargissement de l'OTAN en 99, la constatation que les Occidentaux n'hésitaient pas à intervenir militairement sans mandat de l'ONU dans des zones considérées par Moscou comme des zones d'intérêt proche, comme les Balkans, tout ça changeait la donne du point de vue russe. Ce fut à partir de la fin 1999 que l'on entendit de plus en plus venant de Moscou l'expression « nos frères slaves orthodoxes ». C'est l'expression « nos frères slaves orthodoxes » qui, pour les Français de l'époque, était à peu près incompréhensible. On ne parlait plus comme ça, n'est-ce pas? Je me souviens, c'était un haut dignitaire de l'Institut russe important qui était venu exposer ça à mon séminaire, fin 99. Il parlait français très correctement, il avait expliqué ça en français. Il avait commencé, il devait parler de la Russie, la guerre du Kosovo, la crise du Kosovo. Il avait commencé les Serbes sont nos frères slaves orthodoxes. Alors, mes étudiants, c'est un séminaire avancé, quand les étudiants, enfin, ils ne comprenaient pas. J'avais à côté de moi une stagiaire polonaise, s'était mise à trembler comme une feuille. Je lui ai dit, mais chère madame, rassurez-vous, vous êtes sans doute slave, mais vous n'êtes pas orthodoxe, donc vous n'êtes pas concerné, n'est-ce pas? Bon, bah, ça, c'était assez rugueux, mais si vous réfléchissez un peu sérieusement, et qu'est-ce que c'est que les frères slaves orthodoxes pour les Russes? C'est l'Ukraine, c'est la Biélorussie, c'est la Serbie, c'est la Bulgarie. C'est pas la Pologne, ils sont pas orthodoxes, c'est pas la Roumanie, parce qu'ils sont pas slaves, enfin bref. Donc si vous regardez les pays que je viens de mentionner, Ukraine, Biélorussie, Serbie, Bulgarie, c'est bien pas du tout un récit historique, c'est très performatif, c'est exactement la zone primordiale concernée par la politique poutinienne depuis. Bon. Pendant ce temps, les Occidentaux se livraient à la fois à une forme d'hubris et multipliaient les contradictions. Après la guerre en Serbie, ce fut l'Irak, n'est-ce pas, attaqué par les États-Unis et la Grande-Bretagne en 2003, à la suite des attentats de 2001. Bon, surtout, c'était sans mandat de l'ONU, sans mandat de l'ONU. Alors qu'après ces attentats de 2001, Moscou avait proposé son aide
à Washington contre le terrorisme islamiste, il avait accepté, ça c'est concret, le reste c'est parole, mais là c'est concret, avait accepté, Moscou avait accepté l'installation de bases américaines en Asie centrale pour faciliter les opérations contre l'Afghanistan qui ont commencé à l'automne 2001. Et pour des raisons logistiques évidentes, si on regarde une carte, ça arrangeait bien les Américains d'avoir des bases là. Poutine n'était pas forcé de les accepter. Il l'a fait. Donc, bon. Et puis en 2011, j'accélère, en 2011, ce fut l'intervention de l'OTAN en Libye. Vous savez, donc, la première phase de cette intervention visait à empêcher Kadhafi de massacrer ses opposants. Et cette première phase fut menée avec un mandat de l'ONU que la Chine avait voté, auquel la Russie, au Conseil de sécurité, ne s'était pas opposée. C'était absolu. Bon. Mais la deuxième phase de la campagne, qui visait alors le renversement de Kadhafi de son régime, et pas simplement la mise à l'abri des opposants, c'est pas du tout la même chose. La deuxième phase n'était pas couverte par le mandat de l'ONU. Ça, c'était hors mandat. Et là, Moscou et Pékin, qui protestèrent tout de suite, ont conclu probablement que l'Occident ne respectait même pas les règles qu'il proclamait et qu'il n'y avait donc plus rien à attendre de la concertation avec les Occidentaux. Pendant ce temps, le monde occidental connaissait de plus en plus de problèmes après la décennie faste qui avait suivi 1990. Outre le terrorisme, ce fut en 2008 la crise financière des subprimes, vous l'avez oublié, mais qui porta un coup considérable à la mondialisation libérale et aux systèmes financiers occidentaux, dont nous ne sommes pas encore vraiment sortis aujourd'hui, en fait, malgré les secousses continuent par réaction. Bon, encore aujourd'hui, les ondes, les résonances se poursuivent. Tant qu'à l'Union européenne, elle restait essentiellement une organisation économique. Il y avait eu, lorsqu'on avait créé, avec les traités de Maastricht, cette union, des velléités initiales de constituer une personnalité européenne de défense, mais ça s'estompait. Et en fait, l'Union européenne devenait de plus en plus dépendante de l'OTAN et des États-Unis pour sa sécurité. Soit, admettons, mais en même temps, par un paradoxe qui, moi, m'apparaît éclatant, en même temps, elle devenait de plus en plus dépendante des États-Unis pour sa sécurité, et en même temps, elle devenait de plus en plus dépendante de la Russie pour son énergie et ses exportations. Les chiffres pourraient être présentés, sont tout à fait nets, entre 2000 et 2020. En particulier pour le chef de file de l'Union européenne, l'Allemagne. Alors, une atonie remarquable de la réflexion géopolitique, à mon avis également du renseignement des pays européens, dont les causes sont sans doute liées à de profondes évolutions intellectuelles, idéologiques et administratives. Ça, je ne vais pas vous faire la démonstration complète, mais il y a à partir du début des années 90, après la fin de la guerre froide, en tout cas en France et également au Royaume-Uni, me semble-t-il, un peu moins aux États-Unis, mais là aussi quand même, transformation complète de la formation et de l'approche par les responsables des services de sécurité, de leur action extérieure, etc., des problèmes internationaux. On passe d'une approche assez classique, assez réaliste, à une approche politologique, à base de paradigmes, à base de vues finalement assez abstraites. Et ça, c'est du moins mon interprétation. Ça rendait plus difficile l'observation objective des moyens russes. Qu'est-ce que les Russes pouvaient faire effectivement? Les Européens en étaient encore moins capables que les Américains. Tandis que les intentions russes, il n'y avait pas de réelle étude avant le début de la crise en Ukraine, finalement. Il faut faire une exception pour les Polonais et les Baltes, qui se montraient beaucoup plus méfiants envers Moscou que les Européens occidentaux. Mais vous aviez donc l'Union européenne qui était profondément divisée sur la réaction à avoir face à Moscou, qui d'autre part était en pleine contradiction entre une dépendance croissante à l'égard des États-Unis pour sa sécurité et à l'égard de la Russie pour son approvisionnement en énergie et pour ses marchés d'exportation. C'était pas malin, pour ce que je peux dire. Alors, la Russie revient dans le jeu et l'Ukraine passe progressivement au premier plan à partir de 2004. Des fameuses révolutions de couleur, en 2004, en particulier en Ukraine, à Kiev, tandis que se poursuit l'élargissement de l'OTAN et que Washington remet en cause
On a oublié ça, mais remet en cause progressivement les traités de non-prolifération nucléaire du temps de la guerre froide. Et pendant ce temps, le président Poutine, en réaction face à cette évolution, occidentale, remise en cause de traités qui contribuent à fonder l'ordre, nucléaire international, le président Poutine se durcit toujours davantage. Alors, certains pensent que c'était son programme, dès avant 2004, dès 1999. Moi, je pense qu'il réagissait, ce qui lui apparaissait comme des provocations, successives. Et en janvier 2007, ça c'est pas une hypothèse, c'est un fait, il prononce à la fameuse conférence sur la défense de Munich un discours, il faut le relire et qui est accessible en internet, qui, sonnait comme un avertissement. Disant: «Ça suffit, les occidentaux prétendent, faire respecter un ordre dont eux-mêmes ne respectent pas les règles. Nous voulons être traités, de façon égale et que l'on adopte pour tout le monde les mêmes règles de conduite, et qu'on n'ait pas d'un côté les occidentaux faisant ce qu'ils veulent et de l'autre tous les autres obligés de suivre». Je résume, c'était ça son discours. Alors c'est très intéressant quand on regarde la bande YouTube. L'assistance rigole très largement, rigole sur les occidentaux. Ils avaient tort de rigoler, c'était sérieux. Bon, et en 2008, pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique, les troupes russes intervinrent à l'extérieur du territoire de la fédération pour soutenir 2 républiques russophones au cours de l'été 2008 qui avaient fait sécession d'avec la Géorgie. Alors ça, c'était la première fois depuis longtemps que les troupes russes intervenaient en dehors du périmètre de l'État. Seulement très vite, c'est le problème ukrainien qui est passé au premier plan, car il y avait bien sûr des problèmes précis, comme celui de la base de Sébastopol en Crimée, qui faisait partie, de l'État ukrainien depuis qu'en 1954, Moscou avait décidé de retirer la Crimée de la Fédération de Russie pour la rattacher à à la République ukrainienne. Bon, ça n'avait pas d'importance à l'époque, de toute façon, c'était le parti qui commandait tout partout. Mais à partir du moment où l'Ukraine devient indépendante, en 1991, ben, elle emporte avec elle, la Crimée et c'est incontestable sur le plan international. C'est ce que je vous dis. Bon, alors, ça peut il y a la base navale de Sébastopol, essentielle pour la politique, navale de la Russie vers la Méditerranée et le Moyen-Orient. Il y avait d'autre part beaucoup de questions économiques, parce que l'économie russe et l'économie ukrainienne, à l'époque soviétique, étaient intégrées, totalement intégrées. C'est un facteur qu'on oublie. On fabriquait des moteurs en Ukraine qui étaient montés sur des véhicules ou des avions en Russie et ainsi de suite. Enfin, il n'y avait pas que l'Ukraine d'ailleurs, c'était un échange de pièces, partout et on montait finalement, c'est ça. Aucune république n'avait une fabrication complète de HKZ, c'était des échanges constants, bon. Et évidemment la rupture de l'Union soviétique compliquait les choses. D'autre part, l'Ukraine comporte une importante minorité russophone. La Crimée et la région du Donbass, elles sont majoritairement russophones, sans qu'il faille, chercher absolument une frontière sur le terrain, parce que vous avez des habitants de Kiev qui sont russophones, d'autres qui sont, bon, c'est un peu comme en Suisse, si vous voulez. Vous avez des Suisses romans, vous avez des Suisses alémaniques, bon, vous avez des cantons où on parlait de langue, c'est une question de langue assez compliquée, mais c'était un peu l'équivalent, si vous voulez. De tout temps, en outre, il y avait eu des liens de toute nature, y compris familiaux, entre la Russie et les Ukrainiens. Une histoire complexe, souvent tragique, hein, comme par exemple sous Staline, ça incontestablement. Et enfin, ça tenait davantage de la guerre civile qu'une véritable guerre nationale dans beaucoup de cas. Il y a eu peu de moments, où on a vu apparaître le début de la constitution d'un État national ukrainien, un moment pendant à la fin de la guerre de 14-18. Et si les Allemands avaient voulu, au début de leur guerre contre les Soviétiques en 1941, on aurait pu voir quelque chose d'équivalent. Mais les Allemands n'en voulaient pas. Hitler ne voulait pas constituer une Ukraine, véritablement étatique et indépendante face à la Russie. Il voulait exploiter, l'Ukraine jusqu'à l'os, ce qui est pas du tout le même genre de politique, vous comprenez? Donc
on était dans des problèmes extrêmement, complexes. Il faut, dire que ni après la Première Guerre mondiale, ni après la Seconde, les Ukrainiens n'ont réussi à constituer un État-nation dans le sens de l'Europe occidentale, bon. Alors que tous leurs voisins y parvenaient plus ou moins facilement, à peu près au même moment. L'Ukraine est un cas particulier, d'indétermination, historique. Alors on peut accuser la terre entière, y compris les Russes, bien entendu. Enfin, c'est un fait. Les nationalités sont là moins clairement distinctes, elles peuvent l'être, en Europe, occidentale ou même en Europe centrale. Et bien entendu, les Russes ont utilisé tout ça pour pousser leurs avantages à fond. Les liens économiques, la présence des russophones, tout ça, ça leur donnait, disons, des arguments dont ils ont joué à fond, bien entendu, évidemment, et de façon cynique, c'est absolument clair. Mais à partir de 2004, les Occidentaux, de leur côté, ont été beaucoup plus proactifs en Ukraine qu'on ne le pense souvent. On a tendance à penser que seuls les Russes agissaient pour essayer de maintenir l'Ukraine dans leur sphère d'influence, mais enfin, ils n'étaient pas seuls. Les fondations américaines, Soros et autres, enfin, il y en a d'autres, ont œuvré en Ukraine, dès ce moment-là. Washington a tenté de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN en 2008. 2008, c'était il y a longtemps, mais ils ont essayé cette année-là. Ce sont les Français et les Allemands qui n'ont pas accepté. En 2013, l'Union européenne a proposé à Kiev une association, un traité d'association, qui en fait aurait fait entrer l'Ukraine dans l'espace économique européen, tout en la coupant complètement de la Russie, et immédiatement. C'est un texte de 1000 pages qu'il faut avoir lu, hein, c'est très complet, ce traité d'association, enfin, qui obligeait les Ukrainiens à transformer complètement toutes leurs relations économiques extérieures, et qui, bien entendu, ne pouvait pas, bien sûr, plaire, aux Russes. Les Ukrainiens eux-mêmes étaient sur ce point divisés. Je ne peux pas, faire part de tous les sondages. Enfin, ce que les Ukrainiens auraient préféré, c'est d'ailleurs, certains en Europe pensaient que c'était la meilleure idée, hein, que l'Ukraine ait des liens économiques à la fois avec l'Union européenne, vers laquelle elle pouvait exporter beaucoup de choses, y compris, des matières premières, bon, et recevoir les investissements, évidemment, bon, et en même temps garder des liens avec la Russie, avec laquelle elle échangeait depuis toujours, matières premières, machines, équipements, et dans les 2 sens. C'était probablement, du point de vue ukrainien, le plus sage. Seulement, cette solution qui a été évoquée en 2013, elle a été refusée, par l'Union européenne. Elle a dit: «Non, vous signez l'accord d'association avec nous et vous rompez ensuite vos liens commerciaux avec la Russie». Ah ben, c'est un choix, pas une sorte de compromis où chacun retrouve son affaire, mais un choix. Alors là, fin 2013, le président ukrainien Yanukovych a annoncé qu'il ne signerait pas l'accord parce qu'il voyait la pression russe, avec fermeture du robinet du gaz, et cetera. C'est ça qui est un enjeu évident, et qui ne signerait pas d'accord. Aussitôt éclate une révolution à Kiev, qu'on appelle la révolution de Maïdan, du nom de la place où elle a eu lieu, qui est mis au pouvoir à Kiev les adversaires de Moscou. Ce changement conduisit la Russie à occuper et à annexer la Crimée en mars 2014, c'est connu, hein, bon. Heu, Moscou était-il décidé dès ce moment-là à aller encore plus loin au-delà de la Crimée? C'est possible. On ne le sait pas de façon certaine. Moi, j'ai tendance à penser que non, parce que Poutine a fait lancer à ce moment-là la construction du pont sur le Kertch, ferroviaire et routier, pour relier la Crimée à la Russie, sans passer par le territoire ukrainien. Il faut avoir une carte, en tête, et c'est un énorme investissement qui a été réalisé en 5 ans, ce qui est très rapide. À mon avis, si les Russes avaient déjà pensé qu'ils annexeraient tout le nord de la mer d'Azov et toute la côte de la Crimée jusqu'au sud de la Russie, ils n'auraient pas décidé ce investissement, considérable. De toute façon, on ne sait pas, au juste, on ne sait pas, hein, bon. Les russophones du Donbass commencèrent à se soulever à la suite de la
l'occupation de la Crimée, de l'annexion de la Crimée, commencèrent à se soulever contre Kiev, évidemment avec l'aide de Moscou. Bon, dans une crise de plus en plus violente. Les accords de Minsk I et surtout de Minsk II, en 2015, conclus entre Kiev d'un côté et les séparatistes du Donbass de l'autre, accord complexe qui était garanti par la France et l'Allemagne au nom de Kiev et par les Russes du côté séparatiste et qui était géré, donc une double garantie assez complexe. Ces accords étaient gérés sur le terrain par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, c'est-à-dire essentiellement par des diplomates autrichiens et suisses, dont j'ai rencontré certains. Certains ont écrit des livres d'ailleurs, qui sont intéressants et ils donnent une vision, si vous voulez, plus équilibrée peut-être des oppositions entre occidentaux et Russes à ce moment-là, parce qu'ils voyaient les choses sur le terrain, ils sont loin de mettre tous les torts d'un côté ou de l'autre. Bon, alors ça finit par réussir à établir une trêve fragile, relative, fragile, mais ces accords de Minsk ne furent jamais complètement exécutés. En particulier, Kiev n'accorda pas au Donbass l'autonomie, ce qui était pourtant prévu dans le cadre de la République ukrainienne, mais une autonomie, comme dans beaucoup de pays, certaines régions à problème ont obtenu par rapport à l'État central. C'était prévu par les accords de Minsk, ça n'a pas été réalisé parce que le Parlement ukrainien n'a pas voulu, tout simplement. Tandis que les Américains et les Britanniques prenaient dès ce moment-là toutes sortes de mesures pour soutenir Kiev, au moins à partir de 2014. Fourniture d'armes, établissement de 12 bases de la CIA en Ukraine, c'est troupes, les services actions, la CIA essentiellement. Hein. Bon, formation d'officiers ukrainiens en Allemagne. Je connais l'officier américain qui est chargé de cette formation. Hein. Bon, je peux vous dire où. Bon, les sous-officiers ukrainiens en Ukraine même, là, par les Britanniques, avec des programmes d'influence sur les élites européennes, comme le programme Integrity, qui relève en fait du service secret britannique, lancé en 2015, qui a provoqué un scandale et au Parlement à Londres et au Cortes à Madrid, quand il a révélé, parce que des hautes personnalités du monde, la diplomatie, la recherche, etc., ont reçu des subsides pour leurs études, bien entendu, pour leurs recherches, évidemment, bien entendu, mais pour conforter, disons, des thèses occidentales face à Moscou. Puis quelque chose que moi je trouve extraordinaire, mais enfin je suis très vieux jeu, moi vous savez, je suis né au XXe siècle, vous vous rendez compte. Et en 2015, Jean Shiref, général britannique, qui avait été jusqu'à sa retraite l'année précédente en 2014, donc il a écrit son livre un an après, si vous voulez, il avait été numéro 2 de l'OTAN en Europe. Donc dans la hiérarchie atlantique en Europe, très important, le numéro 2. Et le numéro 1, qui était un amiral américain Stavridis, avait écrit une préface pour son livre, paru donc en 2015. Et le titre du livre était le suivant, 2017, guerre avec la Russie. Donc il écrivait un livre décrivant une guerre avec la Russie 2 ans plus tard, alors qu'il était l'ancien numéro 2, un an avant, enfin de l'OTAN en Europe. Si je pense que si un officier français de ce rang-là publie un livre équivalent sitôt après sa sortie de fonction, le ministère de la Défense sonnerait les cloches. Enfin, je le pense, n'est-ce pas? Ça ne viendrait pas à l'idée. Et puis, il faut voir le texte, c'est très provoquant. Je l'ai dans ma bibliothèque. Enfin, tout le monde peut le lire facilement. Donc, ce n'est pas une bonne atmosphère pour dire le moins. Alors, on en arrive au dernier point, c'est la guerre. 24 février 2022, les Russes lancèrent une attaque soudaine et relativement légère dans un premier temps pour s'emparer de Kiev. Ça a commencé comme ça, une sorte d'opération presque commando, très rapide vers Kiev, qui n'est pas à 100 km de la frontière russe, hein, c'est très proche. Bon. En fait, une opération spéciale plus qu'une vraie campagne. Le but était sans doute d'installer à Kiev, au moindre frais, un gouvernement pro-russe, un peu comme les Soviétiques l'avaient fait à Prague en 1968, où ils avaient changé le gouvernement sans trop de pertes. Enfin, bon, hein. C'est un peu le modèle, si vous voulez. Seulement, l'opération échoua piteusement.
parce que les Ukrainiens ne se laissèrent pas faire et la troupe russe assez légère finalement fut totalement détruite. Bon, commença alors une guerre dans le Donbass, tout à fait différente, une guerre beaucoup plus lourde, la vraie guerre, qui permit aux Russes de border toute la mer d'Azov et de pousser toujours davantage, quoique lentement, c'est pas Manstein ou Rommel, enfin lentement pousser quand même vers le Dniepr. On en est encore là actuellement. On paraissait donc substituer à une volonté d'influence sur toute l'Ukraine, volonté d'influence qui avait toujours existé, déjà du temps d'Yeltsin, évidemment. Bon, on paraissait substituer à une volonté d'influence, une volonté de conquête territoriale de la partie russophone en tout cas, ce qui est en fait un projet tout à fait différent. Influence sur l'ensemble de l'Ukraine ou conquête pure et simple du Donbass après la Crimée sont 2 choses, sont 2 projets différents. On constate, enfin, c'était peut-être pas aussi clair dans la vision des Russes, mais sur le terrain, c'était, ça. Alors les Occidentaux, réagirent en fait de façon, bon officiellement unie face à l'attaque russe en Ukraine, mais en fait, de façon assez différente. Les plus en pointe sur les Polonais et les Baltes, bien entendu. Les Américains, bien sûr, soutint les Ukrainiens, les Allemands aussi, et avec beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, une aide considérable, considérable. Mais en évitant aussi bien les Américains que les Allemands de commettre ce que j'appellerais l'irréparable, c'est-à-dire de donner aux Ukrainiens des armes pouvant porter trop loin sur le territoire russe, au-delà du champ de bataille et de ses arrières immédiats, si vous voulez, qui auraient risqué vraiment de produire une escalade. L'aide américaine et allemande à l'Ukraine, elle était à la fois massive, au moins 40 milliards de dollars pour les Américains et même plus maintenant, et au moins 8 milliards pour les Allemands. C'est ça, 8 milliards pour les Allemands. Par comparaison, les Français ont dû donner 600 millions et les Italiens 700, ou les Français, pardon, 700 millions et les Italiens 900 millions. Nous avons donné moins. Je vois pas la période pour laquelle on a des chiffres, tout ça, il faut un peu de temps pour savoir. On a donné, en fait, moins d'argent aux Ukrainiens que les Italiens, mais aux Français, pour relativiser les choses. Ben, vous voyez, les réactions sont quand même assez différentes dans les faits, malgré les discours. Je tiens à dire ça parce que derrière l'unité de façade, il y a des réactions quand même qui ne sont pas totalement en phase. Les Occidentaux ont sous-estimé la résilience économique de la Russie. Malgré les sanctions, on était abreuvé de sanctions, mais on disait: «Ils vont pas tenir 15 jours». Ben, ça, c'était en février 2022, ça continue, hein. L'économie russe, d'un certain point de vue, se porte mieux que la nôtre en ce moment. Ben, je dis d'un certain point de vue, hein, ne faites pas trop dire. Bon, donc les sanctions n'ont pas marché. Les performances de l'industrie d'armement russe, l'amélioration de son appareil militaire, tout ça est allé beaucoup plus loin et plus vite que ce que pensaient les Occidentaux. Par méconnaissance du pays, ignorance, ne sachant pas comment était constituée l'industrie russe, ne sachant plus comment était constituée l'industrie russe. Elle permettait justement ce passage très rapide à la production militaire, parce que les chaînes de production militaire étaient installées à côté des chaînes de production civile. Vous fabriquez un camion tout-terrain pour la Russie, vous le transformez en camion militaire assez facilement. Dans quel pays, changer un certain nombre de choses, c'est très simple, c'est prêt à côté, ça va très vite. Je pourrais multiplier les exemples. Ceci dit, malgré tout, la Russie atteint des limites, hein. Le taux directeur de la Banque centrale de Russie est actuellement de 21%, ce qui est phénoménal. Et vous avez bien compris, madame, bon, ça indique une très forte inflation dans le pays. Ça, c'est une menace, ça ne peut pas durer indéfiniment. Bon, les pertes, d'autre part, matérielles et humaines, sont lourdes. Alors, on ne connaît pas réellement le niveau des pertes. Les Américains ont donné des chiffres qui ont été rappelés tout à l'heure, mais enfin, ils sont certainement élevés, tout ce qu'on peut dire. Il y a des limites à ce que la population russe peut supporter, parce que l'armée rend les cadavres aux familles. Elle rend les morts aux familles quand on peut récupérer quelque chose, dans un char qui a brûlé, vous savez, bon, bah, quand on peut rendre encore, on restitue le corps aux familles
Là, c'est un enterrement selon le rite orthodoxe, qui est très émouvant. Tout le village ou tout le quartier, son cas, est présent, jusqu'au bout. Cercueil transporté au cimetière avec le clergé, etc. Couvercle ouvert, hein, il est refermé tout dernier moment. C'est très émouvant. Et un pouvoir russe, même dictatorial, ce qui est incontestablement Poutine, c'est un pouvoir plus qu'autoritaire, dictatorial actuellement. Il y a des limites à ce qu'il peut faire supporter. C'est une limite. Bon, je dirais que le bilan du président Poutine me paraît dès maintenant négatif. Il est sorti d'une politique d'influence sur l'Ukraine et l'Europe de l'Est que personne à la longue n'aurait pu lui contester sérieusement. Comment voulez-vous contester à la Russie une influence sur l'Ukraine et sur le reste des pays d'Europe orientale, malgré les souvenirs historiques qui sont fâcheux, pour des raisons culturelles, linguistiques, religieuses, etc. C'est pas possible. À la longue, c'est pas possible. Bon, mais là, Poutine lui-même a cassé ça. Pour une politique de conquête qui a déjà conduit la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN, ce qu'elle n'avait jamais fait pendant toute la guerre froide. Et pour la Russie, c'est une catastrophe géopolitique. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, deux pays militairement très efficaces depuis toujours, vous le savez, fait perdre à la Russie le contrôle de la Baltique, c'est-à-dire fait annuler tout ce qu'avaient fait les Russes pour se rapprocher de l'océan Atlantique, enfin, et depuis la mer du Nord, depuis Pierre le Grand. C'est l'annulation de siècles entiers de politique russe menée systématiquement, que Staline lui-même avait préservée. C'était ingénieux que la Finlande et la Suède restent neutres. Ils n'avaient pas provoqué pour qu'elles n'entrent pas dans l'OTAN. Enfin, c'est un spécialiste des guerres froides comme moi, il baisse les bras, qu'est-ce que je vous dis? Bon. D'autre part, Poutine se trouve Russie de Poutine se trouve de plus en plus dépendante de l'encombrant allié chinois, quelles que soient les tentatives de rationalisation du discours dit eurasiatique, de l'idéologie eurasienne, qui est devenue maintenant une idéologie quasi officielle. Les collègues russes nous ont fait savoir par les tout derniers liens qui sont d'ailleurs coupés depuis 6 mois, qu'il existait encore des échanges de mails, tout derniers échanges. Ils nous disaient: «Bon, on est désolé, mais nos autorités académiques nous disent de ne plus travailler sur l'Europe, mais sur le Sud-Est», c'est-à-dire Sud-Est, Moyen-Orient, Inde, Chine, oui, ça veut dire du point de vue de Moscou. Pour quelqu'un de ma génération, à qui les Russes disaient toujours, et les Soviétiques avant: «Mais nous sommes Européens, c'est les Américains qui ne sont pas Européens, non, pas plus Européens que nous, c'est pas possible». Bon, et nous dire: «Ben non, ça ne nous intéresse pas, c'est fini, ça ne me préoccupe plus», pour moi, c'est à peine concevable. J'ajoute, ceci dit, qu'on ne sait pas tout. On est loin de tout savoir, hein. Le 6 août, par exemple, les Ukrainiens ont envahi le territoire russe dans la direction de Koursk. C'est un épisode qui a encore aggravé fortement le conflit, parce que c'était le territoire russe, hein, c'est bon. Succédait à l'annonce de l'ouverture de négociations russo-ukrainiennes à Doha, qui avait été annoncée au mois de juillet, qui devait ouvrir une période de négociation, en principe, et en même temps, ça a été accompagné, on ne sait pas si c'est une démission ou un renvoi d'une partie importante du gouvernement ukrainien, en fait, la partie la plus importante. On a l'impression que s'étaient affrontés à Kiev, entre les durs partisans de l'offensive à Koursk et ceux qui disaient: «Non, maintenant, il faut commencer à baisser un peu le ton et négocier éventuellement». Nous sommes en juillet, 2004, là, les signes 2024, les signes vont dans tous les sens. On a l'impression que tout s'est passé comme si les durs l'avaient finalement emporté dans cette offensive de Koursk qui a déclenché les réactions terrifiantes nuit après nuit des Russes sur les villes ukrainiennes, les installations ukrainiennes. C'est épouvantable, mais je rappelle que d'après la doctrine militaire russe, ça aurait pu être une réaction nucléaire. Alors je ne veux pas dire, Fred se féliciter que ce ne soit pas de réaction nucléaire, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, c'était quand même prendre un très gros risque. Et mon dernier point, parce qu'il est le temps de conclure, le grand perdant risque fort d'être l'Europe. Je crois que notre hôte l'avait parfaitement indiqué tout à l'heure.
conflit n'est pas terminé. Il a connu des hauts et des bas. Il recèle encore bien des capacités, des potentialités escalatoires, comme le monde et l'incident en Baltique, en mer Noire et en Méditerranée. Vous savez, on ne contrôle pas toujours tout. Ça peut grimper tout d'un coup et puis, bon. D'autre part, les terribles frappes russes sur le sol ukrainien peuvent, dégénérer, provoquer des réactions, y compris les Polonais qui suivent ça de très près. L'arrivée au pouvoir du président Donald Trump pourrait certes changer la donne, mais, on ne peut pas en être absolument certain. À mon avis, on surestime sa volonté de parvenir à tout prix à un accord avec Moscou, hein. On a dit: «Oh, il va faire un deal à tout prix, il s'intéresse pas à l'Ukraine». Moi, je serais plus prudent, n'avait pas été toujours très tendre avec les Russes lors de son premier mandat. Je serais prudent, hein, si j'étais, disons russe. On ne connaît pas avec certitude, d'autre part, l'étendue des objectifs russes. On avait l'impression, quand j'ai achevé mon livre début septembre, que je pourrais se contenter du Donbass. Maintenant, je me demande si certains ne conseillent pas à Poutine d'aller jusqu'au Dniepr, tout du long, hein, jusqu'à du nord au sud. Heu, Ça n'a pas un énorme intérêt économique, mais ça donne un arrière-plan, stratégique assez intéressant pour écarter d'éventuelles, frappes ukrainiennes. Ça donne une frontière assez facile à défendre. Je m'interroge, bon. On a appris ce matin, le plan, attribué au président Trump semble être bien sa proposition. L'Ukraine, n'entrerait pas dans l'OTAN, mais on enclencherait en échange, n'est-ce pas, les Russes accepteraient une série de négociations par étapes aboutissant à, pas un simple cessez-le-feu, mais un véritable paix entre les 2 pays. L'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, mais en revanche, elle entrerait dans l'Union européenne avant 2030, ce qui est quand même assez rapide, n'est-ce pas? Et l'Union européenne paierait la reconstruction. Ouais, bon, c'est la seule chose qui soit encore en discussion, savoir s'il faudrait une troupe qui serait européenne pour assurer l'interposition et garantir tout ça. Alors, les premiers bruits de Washington, c'était qu'il faudrait 40 000 soldats européens. Au sommet de Davos, monsieur Zelensky a dit: «Il en faudrait 200 000 soldats européens à Donetsk». Je connais Donetsk, j'ai passé une nuit à Donetsk, j'ai pas envie d'en passer une seconde. D'autre part, interposer entre les Ukrainiens et les Russes qui passeraient leur temps à des provocations et à des tirs pour relancer l'affaire en faisant retomber la responsabilité sur l'autre. Je pense que nos gens regretteraient la finule du Liban, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'on est d'accord, il m'a semblé que nous partagions les mêmes inquiétudes. Bon, voilà, alors ça on en était là. L'idéal serait certainement de constituer enfin une vraie frontière entre la Russie et l'Ukraine, sur des lignes linguistiques, bien sûr avec consultation des populations évidemment, mais enfin à mon avis ce serait c'eût été jouable, permettant à 2 États-nations de sortir de l'indétermination historique qu'ils connaissent depuis le Moyen Âge, n'est-ce pas? Chaque fois que monsieur Poutine fait une déclaration ou même reçoit un journaliste occidental, il commence par un cours d'histoire, d'à peu près 20 minutes à une demi-heure, remontant au Moyen Âge, n'est-ce pas? Chaque fois. Bon, je suis historien, non, pas enfin, ça va, hein, c'est bien. Il faudrait essayer un jour d'en sortir, mais enfin, on en est, très loin. Du coup, l'Europe, encore plus dépendante des États-Unis, pour son pétrole et son gaz, c'est déjà entendu, coupée de l'accès aux matières premières et au marché russe, face à ce qui va être une énorme masse eurasiatique, hein, risque d'être, enfin, quand je dis risque, sera la grande perdante du conflit, serait la grande perdante du conflit. D'ailleurs, les crises politiques que l'on connaît dans toute l'Europe occidentale actuellement, à l'exception de l'Italie, montrent que déjà c'est actif. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie. Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.